nord des Vosges, loin de l'agitation. Le 16 octobre 1984, le corps du petit Grégory Villemain est retrouvé dans les eaux glacées de la Vologne. Porté disparu depuis à peine quelques heures, sa mère Christine l'avait simplement laissé jouer dehors. Très vite, l'enquête plonge dans l'horreur, emportant avec elle la France entière dans ce drame familial qui va fasciner le pays tout entier. Depuis des années, la famille Villemain vit sous la menace d'un mystérieux corbeau, un individu fou de jalousie qui les harcèle à coups d'appels anonymes et de lettres pleines de haine et qui se cache certainement parmi les proches du clan familial. Il connaît leurs habitudes, leurs secrets, leurs moindres faits et gestes. Et ce soir-là, il est passé à l'acte avant même de revendiquer le meurtre à travers une lettre. Mais Grégory, lui, n'a qu'une idée en tête, jouer dehors. La jeune femme de 24 ans enfile alors un petit bonnet bleu sur la tête de son fils pour le protéger du froid qui commence à mordre en ce mois d'octobre et le laisse filer dans la cour. Elle le regarde s'éloigner de ses petites jambes pressées, enthousiaste à l'idée de retrouver ses jouets et ses aventures imaginaires. Il est entre 17h05 et 17h10. Dans quelques minutes seulement, ce moment anodin deviendra le dernier souvenir heureux de cette journée. Car dehors, un prédateur s'apprête à refermer ses griffes sur la famille Villemain pour leur arracher ce qu'ils ont de plus précieux. Mais Christine ne se doute de rien, elle ne peut pas savoir que sa vie est sur le point de basculer. Elle ne se doute pas une seule seconde que le prénom de son petit, Grégory, donnera son nom à l'une des pires affaires criminelles françaises. Christine ne se doute pas une seule seconde que dans quelques heures, la France entière va découvrir son existence, sa petite vie tranquille, et surtout l'enfer qu'elle vit, traquée par un mystérieux corbeau depuis plusieurs années. Pour elle, ce n'est qu'un jour comme un autre, alors elle vaque à ses occupations. Elle range la maison, repasse le linge, plie les vêtements en écoutant la radio. Pas de podcast HVF disponible sur toutes les plateformes pour elle, elle écoute donc les grosses têtes. Moins d'une vingtaine de minutes s'écoulent ainsi quand Christine décide qu'il est temps de faire entrer Grégory. Le soleil commence à tomber et puis il faut encore prendre le bain, manger, dodo, allez hop hop hop. Elle se dirige vers la porte d'entrée, le sourire aux lèvres en imaginant déjà son fils demander quelques minutes de plus. En ouvrant la porte, la jeune maman s'attend à le voir encore absorbé par ses jeux. Mais la cour est vide. Les jouets de Grégory sont encore là, éparpillés sur le gravier, comme s'il venait tout juste de s'arrêter en pleine aventure. Mais lui a disparu, volatilisé. D'abord, elle se dit que son petit bonhomme a dû se planquer pour ne pas rentrer. Alors, ses yeux balaient chaque recoin de la cour, chaque ombre et chaque endroit où pourrait se cacher un petit garçon de 4 ans. Mais elle ne remarque rien. La jeune femme sent son estomac se nouer, comme si son instinct comprenait déjà ce qu'il se passait. Elle l'appelle plusieurs fois, mais n'obtient en réponse que les échos de sa propre voix. Christine sent ses jambes se dérober et le monde basculer sous ses pieds. Où est Grégory? Elle fait le tour de la maison en courant, vérifie derrière chaque buisson, chaque cachette possible. Ses mains tremblent, sa respiration s'accélère, il n'est nulle part chez eux. Alors, elle étend ses recherches et interroge le fermier qui mène son troupeau, mais il n'a pas vu Grégory. Elle remarque qu'un voisin balaie ses gravillons et court pour lui demander s'il a vu son fils, mais rien. Elle attrape les clés de sa voiture qui lui glissent presque des doigts tant elle tremble, grimpe dans sa Renault 5 et démarre en trombe. Tout se passe très vite, il n'a pas pu aller bien loin avec ses petites jambes, alors Christine se dit qu'elle devrait le retrouver à proximité. Les rues du village défilent derrière le pare-brise tandis qu'elle roule l'inquiétude bien agrippée au ventre. Elle scrute chaque jardin, chaque recoin en espérant apercevoir la petite silhouette de son fils. À ce moment-là, elle espère que ce n'est qu'une question de minutes avant qu'elle puisse le serrer dans ses bras. Elle pense encore qu'il s'est éloigné de lui-même, guidé par sa témérité, sans réaliser que sa maman allait se faire un sang d'encre. Mais quelque part dans l'une des maisons du village, à 17h32, la sonnerie d'un téléphone déchire le silence. Michel Villemain, l'oncle de Grégory, décroche machinalement sans se douter de ce qui l'attend. Mais cette voix qui grésille dans le combiné, il la reconnaît immédiatement. Elle hante sa famille depuis plusieurs années. Ces derniers mois, ce corbeau de malheur s'était fait discret et les Villemain pensaient avoir tourné la page de ce cauchemar. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que la voix crache son sombre message. Je te téléphone car ça répond pas à côté. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et je l'ai jeté dans la Vologne. Sa mère est en train de le chercher mais elle le retrouvera pas. Ma vengeance est faite. Michel lâche le combiné et sort en catastrophe. Devant la maison voisine qui est celle de ses parents, il interpelle son petit frère Lionel, 12 ans, et lui ordonne d'aller chercher leur mère en urgence. Monique, la grand-mère de Grégory, tente aussitôt de joindre Christine pour la prévenir, mais personne ne répond. Pendant ce temps, quelque part dans les Vosges, le corbeau savoure sa prophétie. Il sait déjà que Christine cherche son fils et il sait déjà qu'elle ne le retrouvera pas vivant. Quand Jean-Marie, le père, apprend la disparition de son petit Grégory, une rage viscérale s'empare de lui. Il fonce chez lui, les mains tremblantes de colère, et s'empare de son fusil de chasse. Le métal froid contre ses pommes lui donne l'illusion d'avoir la solution à ce problème. Il repart aussitôt, cette fois en direction de la maison des Jacquel. Dans sa tête, c'est évident, la belle famille de Jackie, son frère aîné, retient Grégory. Il va les faire parler, quitte à tout casser ou les menacer. Mais Christine, malgré sa détresse qui lui broie le ventre, garde assez de lucidité pour composer le numéro des gendarmes. Il débarque juste à temps, sirène hurlante, pour empêcher Jean-Marie de commettre l'irréparable.
Dès les premières heures de l'enquête, le capitaine de la gendarmerie entend parler de tensions au sein de la famille. Cette piste lui semble alors naturelle à explorer. Il fait donc ressortir les archives d'une procédure menée par la gendarmerie de Corsieux en 1982 suite à une plainte déposée par Albert et Monique Villemain, les grands-parents de Grégory, pour harcèlement. Il découvre que sur 2 années, de 1981 à 1983, Albert et Monique ont reçu près de 800 appels anonymes. Mais le corbeau ne s'est pas contenté des grands-parents car Jean-Marie et d'autres membres de la famille ont également été harcelés et totalisent environ 200 appels supplémentaires. Mais qui c'est, tu vois? Qui? Oui. L'enquêteur exhume aussi des photocopies de lettres de menaces qui datent du printemps 1983, à un moment où les autorités avaient placé le téléphone des Villemain sur écoute. Le capitaine flaire le bon filon et lance alors une opération d'envergure. Dès le 18 octobre et pendant plusieurs jours, il fait défiler plus de 140 personnes parmi les membres de la famille Villemain. 5 octobre confirme que le territoire de recherche est restreint. Grégory semble avoir été jeté dans la Vologne au centre même de Docelles et pas en amont comme on aurait pu le croire. Tout se joue sur quelques kilomètres entre gens qui se connaissent depuis des générations. Cette conviction des enquêteurs repose sur des années de rancœur et de conflits qui divisent le clan Villemain. Une histoire qui prend racine bien avant la naissance de Grégory, puisque vous allez voir que le meurtre de Grégory, ce n'est qu'une infime partie de l'affaire qui porte son nom. Tout commence à Aumonzé dans les années 50, le cadre que se noue l'histoire entre Monique et Albert Villemain, les parents de Jean-Marie, le père de Grégory. Quand ils se rencontrent, Monique porte déjà l'enfant d'un autre homme. Malgré cela, Albert décide de l'épouser et de reconnaître le petit Jackie comme son fils. Et le fait qu'Albert ne soit pas le père de Jackie, ça va créer quelques tensions dès le début. Puis, dans les Vosges, il n'y a pas grand chose à faire, donc elle, Léon et Adeline Jacob, tous deux alcooliques. Monique explique cette décision par des contraintes professionnelles puisqu'elle travaille le jour à la filature et qu'Albert y travaille la nuit. C'est impossible de s'occuper de l'enfant. Mais le clan Jacob n'est pas dupe et lit entre les lignes. Pour eux, c'est à cause d'Albert qui a du mal à s'attacher à cet enfant qui n'est pas de son sang. Plutôt que de faire l'effort de créer un lien paternel, ils préfèrent s'en tenir à distance. Cette situation va créer des fissures profondes au sein de la famille et Albert va très mal vivre la situation. Depuis son mariage avec Monique le 18 juillet 1953, Albert découvre l'hostilité de sa belle famille. Léon Jacob, le père de Monique, n'a jamais accepté ce gendre qu'il considère comme un intrus. Et pour le lui faire payer, il ressasse sans cesse les fantômes du passé, car Albert porte un lourd héritage familial. Des années plus tôt, sa mère Janine a donné une gifle si puissante à son petit frère Étienne que celui-ci s'est cogné mortellement contre la cuisinière. Condamné pour ce drame, Janine a été emprisonnée en 1940. Alors qu'Albert avait à peine 10 ans, il s'est retrouvé tout seul. À cette époque, son père Gaston était prisonnier de guerre en Allemagne. Quand ce dernier est revenu de captivité et a découvert la maison vide, le désespoir l'a poussé à s'enlever la vie. Pourtant Léon, il est loin d'être irréprochable, c'est même un sacré cinglé, puisque depuis que sa femme Adeline refuse de partager son lit, il a trouvé une remplaçante en la personne de sa propre fille, Louisette, considérée comme simple d'esprit, et la jeune femme devra subir cette situation jusqu'à la mort de celui-ci. Quant à Marcel Jacob, le benjamin choyé de la famille, il nourrit une haine toute particulière envers Albert. Il n'a jamais digéré que sa sœur Monique épouse cet homme qui a reconnu Jackie sans jamais vraiment l'accepter. Quand Michel, le deuxième enfant du couple, vient au monde, Monique récupère finalement Jackie chez ses parents, mais elle décide de cacher la vérité sur la paternité de Jackie, autant à ses autres enfants qu'à l'intéressé lui-même, ce qui fera peser un lourd secret sur les siens. Elle redoute que les commérages s'intensifient et que les réflexions qui pourraient circuler au sein de la famille, comme au-delà du clan, se fassent encore plus acide. Ce n'est que plus tard, quand Jackie entendra des échos, des on-dit à l'usine, qu'elle se résoudra à lui révéler ses origines. Lui aussi gardera le silence, peut-être par honte ou par crainte d'être encore plus rejeté par un clan qui ne l'a jamais vraiment accepté. Michel, le premier fils biologique d'Albert, présente quant à lui des difficultés d'apprentissage et une fragilité émotionnelle qui inquiète ses parents depuis sa plus tendre enfance. Ces crises régulières les épuisent et Albert évoque parfois la possibilité d'un placement. Mais Monique s'y oppose farouchement. Elle refuse de se séparer de cet enfant vulnérable et compense en le surprotégeant, en le couvant d'une attention maternelle excessive. Cette habitude ne s'atténuera jamais car même adulte, Michel bénéficiera de cette présence permanente. Après lui, Albert et Monique ont la seule fille de leur nichée, Jacqueline, dont on ne sait pas grand-chose et qui, contrairement à bien d'autres membres de la famille, ne fait pas parler d'elle. Puis vient Jean-Marie le 30 septembre 1958, suivi de Gilbert et enfin du petit dernier, Lionel. Jean-Marie se retrouve ainsi quatrième d'une fratrie de 6 enfants. Pour lui, grandir dans cette maison, c'est apprendre à naviguer entre deux univers. D'un côté, le petit garçon qu'il est à cette époque marche sur des œufs quand l'orage gronde dans les yeux
yeux de son père, car Albert est imprévisible et peut rester silencieux comme une tombe pendant des jours entiers avant de piquer une colère noire pour un rien. De l'autre côté, il y a la douceur du refuge maternel dans lequel Jean-Marie aime se lever. Monique, avec sa tendresse naturelle, sait apaiser les tempêtes et consoler les chagrins, même si Jean-Marie perçoit déjà que Michel, avec ses difficultés, monopolise davantage son attention. Jean-Marie évolue alors dans l'ombre de deux figures plus âgées. D'abord, il y a Jackie, son frère aîné de 5 ans, et Bernard Laroche, son cousin, qui le dépasse de 3 ans et qui est le chef de la bande de garçons. Bernard, c'est un jeune garçon qui porte lui aussi des cicatrices d'une enfance bouleversée. Quand sa mère Thérèse, la sœur de Monique, est morte en couche, le petit garçon a été recueilli par sa grand-mère. Malgré ce climat familial, des liens profonds se nouent pendant l'enfance entre Bernard, son oncle Marcel et son cousin Jackie. Mais à cette époque, c'est aussi avec Jean-Marie que Bernard et Jackie partagent leurs aventures et ils seront plus tard les protagonistes principaux de notre bien triste affaire.